C'est vraiment un grand honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui et de faire valoir un peu la petite musique de l'OMS qu'elle tient à faire connaître dans le monde entier. Je tiens à saluer ici l'implication des associations d'usagers et de proches, voilà, et en particulier Argos. J'ai bien connu Annie Labbé, qui aussi a salué son action pendant des années et je pense qu'elle continue bien actuellement. Ce qui me fait penser que l'OMS a repris le slogan des associations d'usagers américaines, rien à propos de nous sans nous, et que ça peut s'appliquer parfaitement au travail que vous faites. Alors, je tiens à signaler avant de commencer mon intervention que je n'ai aucun lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique ni autre industrie du médicament. Voilà. Alors, je vais vous parler de la citoyenneté. On m'a demandé de parler de la citoyenneté. Alors, effectivement, santé mentale et citoyenneté, c'est un vaste sujet et l'OMS a quelques recommandations à faire. Je vais passer à la suivante. Voilà. Qu'est-ce qui a changé? Il y a quand même pas mal de choses qui ont changé dans le champ de la santé mentale ces derniers temps. Voilà. Tout d'abord, la santé mentale est devenue un champ de la santé publique. Ça, c'est tout de même une réussite qu'on a pu avoir à l'OMS. La conception des soins a changé. La psychiatrie s'intéresse aussi à la santé mentale comme composante essentielle de la santé publique. Les classifications sont plus accessibles à tous, voilà, en tenant compte de l'avis des personnes concernées pour réduire la stigmatisation. Le simple fait de se nommer, avoir des troubles bipolaires, c'est mieux accepté par les gens qui ont des troubles, c'est extrêmement important. La clinique, c'est une clinique du souci, de l'aller vers, qui prend en compte le savoir expérientiel des usagers. Et ça, c'est vraiment aussi très important de pouvoir tenir compte du savoir des personnes elles-mêmes. C'est une clinique qui va de l'attente de la demande à aller vers la demande. Les patients sont devenus des usagers ou utilisateurs de services avec les notions d'empowerment, de rétablissement, de pleine citoyenneté pour tous. Voilà. Et puis d'une conception de soins individuels à des soins populationnels, c'est vraiment important, avec des répercussions essentielles sur l'organisation des services. Alors, l'épidémie de la Covid a accéléré ces tendances en France. Tout d'abord, il y a eu un impact très important sur la santé mentale. C'est-à-dire tout le monde, maintenant, a compris qu'il avait une santé mentale et qu'il devait faire attention à cette santé mentale. Ça a eu un effet assez déstigmatisant de cette santé mentale. Il y a une situation égalitaire des usagers, des professionnels et de la population. On a vu tout de même une adaptabilité des personnes usagères de services. Bon, les patients ont développé des capacités pour faire face, sachant se saisir de ce que l'on proposait, et ces qualités remarquables d'adaptation des patients ont été une surprise pour beaucoup de soignants. L'orientation rétablissement a été manifeste. Et puis, il y a une accélération du changement de l'organisation des soins, un renforcement de la mobilité des soins dans la communauté, un renforcement de l'accès aux nouvelles technologies pour réduire la fracture numérique. La question essentielle des droits des patients a été posée durant toute cette pandémie et surtout à l'hôpital. L'accès aux soins est toujours quelque chose d'important. Il y a une nécessité de permettre l'accès à des soins psychologiques en CMP et en ville. Et puis l'application de la communauté, puisque c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. On a vu de nombreuses initiatives locales de solidarité et d'accès aux soins, une application des conseils locaux de santé mentale, des associations, mais les inégalités des soins et de l'accompagnement ont été aussi manifestes. Donc, en Europe et dans le monde, eh bien, il y a eu 4 vagues de plans OMS depuis 2001. Depuis 2001, l'OMS s'intéresse particulièrement aux questions de santé mentale. On va essayer de les détailler quelques-uns. La suivante. Alors, la santé mentale dans le monde, plus d'1 milliard de personnes souffrent de troubles mentaux. 3 millions de personnes meurent chaque année des conséquences de l'usage nocif et de l'alcool. Une personne se suicide tous les 40 secondes. Dans les pays à faible revenu ou intermédiaire, 75% des personnes atteintes de troubles mentaux neurologiques ou dus à une substance psychoactive ne sont pas soignées du tout. La stigmatisation, la discrimination, les législations répressives et la violation des droits de l'homme sont encore fréquentes dans le monde. Et l'OMS appelle à investir massivement dans la santé mentale puisque $1 investi rapporte $4. Alors, l'épidémie du Covid-19, la suivante, s'il vous plaît, a aggravé la situation de la santé mentale mondiale. L'accès à des soins de santé de bonne qualité et financièrement abordables à haut coût était réduit par la Covid-19.
Dans 93% des pays, il y a eu des perturbations ou interruptions des services de santé mentale essentiels. Et sur 89% des pays qui intègrent une réponse psychosociale dans leurs plans nationaux de riposte à la Covid-19, uniquement 17% ont disposé d'un financement supplémentaire. En France, ça a été le cas. Et les effets de la pandémie de Covid-19 sur le bien-être mental des gens se font déjà sentir. C'est ce que disait Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Il disait expliquer que au début de la pandémie, si nous nous engageons pas dès à présent à investir davantage dans la santé mentale, les conséquences sanitaires et sociales et économiques seront considérables. Alors, s'il n'y a pas que le tableau suivant, il n'y a pas que au niveau mondial, dans les pays à faible revenu, qu'il n'y a pas d'accès aux soins. Regardez les écarts de traitement en Europe de l'Ouest, c'est tout à fait intéressant de voir que 45% Europe de l'Ouest, c'est une Europe très riche, 45% des dépressions majeures ne sont pas soignées, 62% des troubles anxieux, 92% de l'alcoolisme, 17% des psychoses et 39% des troubles bipolaires. Alors, là-dessus, l'OMS a sorti les 4 plans. Le plan 2013-2020 a mis en place, a établi le rétablissement, le pouvoir d'agir et la citoyenneté. Le principe actif, je pense que c'est la précédente, le diapo. Le principe actif du rétablissement est non seulement de maintenir les gens dans la communauté, mais surtout de faire en sorte qu'ils soient de la communauté et y vivent comme tout le monde. Voilà. Or, le fait d'être de la communauté implique le développement de relations de réciprocité entre concitoyens égaux. Voilà. Et pour cela, développer pour chacun collectivement le pouvoir d'agir. Donc, vous voyez, la notion de rétablissement qui était peu connue en 2013 a été mise en place. Le recovery a été mis en place par l'OMS dans le plan mondial 2013 et a gagné tous les pays. Alors, on peut dire que cette notion est très importante puisqu'on peut avoir des troubles psychiques et être parfaitement rétabli. On peut très bien ne pas avoir de troubles psychiques et aller très mal. Donc là-dessus, la question de la santé mentale, comme je vous le disais, s'applique pour tout le monde et il faut réfléchir à ces notions. Le plan 2020-2030, qui a été mis en place au plan mondial de santé de l'ONU, la suivante, a mis comme cible d'ici 2030 réduire d'un tiers par la prévention et le traitement le taux de mortalité prématurée dû à des maladies non transmissibles et promouvoir la santé mentale et le bien-être. Je veux dire que toutes les maladies, tous les troubles psychiques se situent là-dedans. Comme vous le savez, il y a une augmentation de la mortalité des personnes ayant des troubles psychiques graves de 16 ans en France, 16 ans de diminution d'espérance de vie, ce qui est considérable par rapport à la population habituelle. Pour cela, c'est l'accès aux soins. Et qui dit accès aux soins, dit un accès aux soins précoces. Mettez la suivante. Alors, l'OMS dit que pour mettre en place une politique de santé et de santé mentale qui tienne, eh bien, il y a 3 piliers. Et le premier, c'est une bonne gouvernance. C'est-à-dire qu'au niveau aussi bien national que local, les politiques de santé soient assumées et assurées dans des systèmes durables. La deuxième chose, c'est des villes saines, ce qui va renvoyer à la citoyenneté. Il faudra développer aussi des villes plus vertes parce que l'épidémie actuelle, elle occulte complètement le problème du développement durable, qui est un problème considérable pour tout le monde, pour tous les citoyens. Et travailler, se divertir en bonne santé et ensuite des connaissances sur la santé. Et vous verrez le tableau suivant, parmi les 17 objectifs de développement durable, eh bien, il y en a 12 à 13 qui concernent la santé mentale. Parce que, comme vous savez, en ce qui concerne la santé mentale a les mêmes déterminants de santé que la santé générale. Et 80% de notre bonne santé n'est pas liée aux soins directs. Elle est liée à l'environnement, donc à ce que nous vivons dans la cité. Passez la suivante. L'ONU, la santé mentale et les droits de l'homme, le rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, en septembre 2018, disait les États devraient mettre en place des services et un appui qui soit axé sur l'être humain et les droits de l'homme, y compris dans le domaine de la santé mentale, dont le droit aux soins, et de faire en sorte que ces services soient enracinés dans la communauté locale, participatifs et respectueux du contexte et de la culture, et qu'ils permettent ou favorisent la participation des intéressés à la société. Ces services devraient en outre être mis à disposition des intéressés là où ils vivent, afin que leurs réseaux familiaux et personnels ne soient pas fragilisés et soient au contraire soutenus et renforcés. Alors, il faut dire que la santé mentale et les problèmes des troubles psychiques concernent toute la société et impactent directement la citoyenneté.
Alors, l'application en France, on va regarder la suivante. L'application en France, ce sont essentiellement les conseils locaux de santé mentale. C'est là où se met en place la citoyenneté pour tous. Il y en a au 1er janvier 2020 de 244, il y en a 267 actuellement et 57 en projet. Ce qui est considérable, ça monte sans arrêt. Alors, c'est quoi un conseil local de santé mentale? Eh bien, c'est une ville ou des villes, une intercommunalité qui décide de s'intéresser à la question de la santé mentale. Donc, ce sont les élus, parce que la santé mentale concerne tout le monde. Ce sont les usagers qui peuvent exprimer leurs choix et leurs problèmes au niveau de ces conseils. Ce sont les aidants. Ce sont les services de psychiatrie publique, mais aussi tous les services privés. C'est la médecine générale. C'est l'ensemble de l'environnement social du monde du travail. Alors, comme vous le verrez sur la diapositive suivante, les conseils locaux de santé mentale, ils vont faire le lien entre toutes les structures. Ça, c'est la fameuse pyramide de l'OMS qui a été mise en place avec l'association WONCA, qui est l'association des médecins de famille dans le monde. Alors, vous voyez, en bas de la pyramide, c'est là où il y a le plus de soins et c'est là où la majorité des gens s'orientent en cas de problème. C'est d'abord les soins informels de la communauté, c'est l'aide des amis et des familles, c'est le self-care, la manière de prendre soin de soi. C'est un peu tout ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, quoique ce terme ne soit pas adapté. C'est la formation à la santé pour l'ensemble de la population, en particulier les gens qui ont des troubles psychiques. Et quand vous montez dans la pyramide, alors, le premier recours de l'ensemble des populations, quand on a un problème de santé mentale, bah, c'est les services de santé primaire. C'est pas la psychiatrie. C'est d'abord la médecine générale, c'est d'abord les pharmaciens, c'est d'abord tout ce qui existe au niveau de la santé primaire. C'est aussi les services sociaux qui aident dans la santé primaire. Donc, toute cette base, c'est la base des soins habituels qu'on a dans la cité. Ensuite, il y a des services qu'on appelle les CMP, les consultations en ville de psychiatres ou de psychologues. On arrive à un niveau supérieur. C'est véritablement un niveau de deuxième recours et les dispositifs de long séjour psychiatrique qui devraient plus exister entre nous parce qu'ils devraient être tous situés en ville avec des soins en ville, avec des équipes mobiles, eh bien, c'est très, très peu, ça concerne très, très peu de personnes. Donc, on voit que cette base, les conseils locaux de santé mentale vont faire le lien entre tous les niveaux qui existent dans cette pyramide et vont surtout impliquer la communauté. Et c'est là que vous, en tant que personne ayant connu des troubles psychiques, étant rétabli, avez tout votre rôle à jouer. Donc, on verra sur la diapositive suivante qui est membre d'une assemblée plénière d'un conseil local, bah, évidemment le maire, le service de psychiatrie, les familles, les usagers. Et j'appelle aussi les associations d'usagers à investir ces lieux qui sont des véritables lieux de démocratie. Et vous verrez dans la diapositive suivante, vous avez tous les services vous verrez dans la diapositive suivante, eh bien, que ce qui est important, les CISM, les semaines d'information en santé mentale, la sensibilisation, l'information, l'accès aux soins sont des préoccupations de nombreux conseillers locaux de santé mentale. Et donc, si on veut changer la stigmatisation et donc l'autostigmatisation, ben c'est bien être là, c'est bien là qu'il faut être. Et je conclurai, donc la dernière diapositive. Donc, je conclurai, là, j'ai repris le programme de l'EU Compass, donc c'est le programme européen contre pour la santé mentale, contre les troubles psychiques, pour permettre que les gens se soignent. Les CLSM pour EU Compass, c'est un outil évident pour la mise en œuvre concrète des principes. C'est une approche de santé publique qui associe promotion, prévention et traitement pour tous les citoyens, à tous les âges de leur vie. C'est une approche multisectorielle, c'est-à-dire tout le monde est concerné par la question des troubles psychiques et de la santé mentale. Ça promeut les droits humains, parce que de nombreuses études montrent que c'est au niveau local que les droits humains doivent être le plus promus. Ça lutte contre les discriminations, ça permet la déstigmatisation, c'est socialement inclusif, c'est basé sur la participation de la cité et ça promeut l'empowerment des usagers et des familles. Voilà, ça va évaluer aussi la satisfaction des citoyens par rapport aux politiques locales de santé mentale. Donc, on a un exemple français qu'on peut diffuser quasiment dans le monde entier, qui commence à se diffuser, et qui est une participation citoyenne de l'ensemble des personnes en faveur de la santé mentale. Voilà, j'appelle évidemment à ce que ces conseils locaux puissent se développer encore plus,
Et j'appelle aussi, par ces conseils locaux, par la citoyenneté retrouvée, à ce que la stigmatisation et la discrimination envers toutes les personnes qui sont porteuses de troubles psychiques diminuent et soient combattues dans le monde entier, et en particulier en France. Voilà, je vous remercie. Nous allons peut-être prendre quelques questions avant de passer la parole à Aude Caria. Les questions qui apparaissent sont y a-t-il beaucoup d'usagers dans les comités locaux de santé mentale? Et comment les associations d'usagers peuvent-elles investir les comités locaux de santé mentale? Alors, dans 60% des conseils locaux de santé mentale, les usagers sont représentés par des associations ou individuellement. Et pour les investir, mais c'est simple, il suffit de frapper à la porte, hein. Puisque un conseil local de santé mentale, c'est ce que j'appelle les 4 quarts. C'est-à-dire, il faut les élus, la psychiatrie publique, au minimum, hein, les usagers et les aidants. Quand vous n'avez pas une de ces 4 composantes, vous n'avez pas un vrai conseil local de santé mentale. Donc, allez-y, investissez. C'est l'endroit où, je pense, la question de la démocratie en santé, la question de la stigmatisation, la question de l'inclusion doivent être débattues au sein de la cité, véritablement. Donc, je vous appelle à tous investir ces conseils et aller voir les élus et les faire créer quand ils n'existent pas. S'il n'y a pas d'autres questions plus précises par rapport à cette présentation, je suggère, Eliane, que nous donnions la parole à Aude Caria. Bonjour Madame Caria. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir. Vous êtes la directrice du Psychom. Vous avez un parcours complet dans le secteur des soins, de la santé mentale, de la psychiatrie. Vous avez vous-même travaillé avec le CCOMS. Et actuellement, donc, vous animez et dirigez une structure originale bien particulière. Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots avant de lancer votre présentation? Oui, tout à fait. Merci de m'avoir invitée à cette nouvelle journée des troubles bipolaires. Je suis très contente de participer et d'apporter le point de vue de Psychom, donc qui est un organisme public d'information et de lutte contre la stigmatisation dans le domaine de la santé mentale, qui existe depuis plus de 25 ans maintenant. Et donc, nos missions principales, c'est donc d'apporter une information fiable, accessible et indépendante, et puis proposer une boîte à outils pour agir contre la stigmatisation dans le domaine de la santé mentale, dont je vous dirai quelques mots. Et toutes nos ressources sont disponibles sur notre site internet. Voilà, donc la question pour moi, quand on a échangé pour préparer cette conférence, vous me demandiez d'intervenir sur la question de la stigmatisation. Le docteur Roland l'a rappelé, depuis 10-15 ans maintenant, on a beaucoup parlé de stigmatisation, donc c'est un constat. C'est un constat que les troubles psychiques, les personnes qui vivent avec ces troubles, l'entourage, les soignants, enfin, la stigmatisation est partout. Et que maintenant, peut-être que la question, c'est plus, une fois que ce constat est fait, que cette prise de conscience existe, c'est comment fait-on pour faire changer les représentations sociales, pour lever le tabou et pour agir collectivement contre les conséquences de la stigmatisation. Parce que le problème, au-delà de la stigmatisation, c'est ses conséquences. Et les conséquences se déclinent en termes de discrimination pour les personnes. Donc, je vais essayer de donner quelques pistes sur ces perspectives-là. Alors, tout d'abord, comme nous l'oblige le Code de la santé publique, je déclare mes liens d'intérêt. En l'occurrence, je déclare n'avoir aucun lien d'intérêt avec des entreprises fabriquant ou commercialisant des produits de santé. Je vais commencer par vous expliquer ce qu'on a mis en scène Psychom sous la forme de cette affiche qui est disponible sur notre site, qu'on a appelé le cycle de la discrimination, c'est-à-dire comment la stigmatisation s'articule avec la discrimination. Et donc, on a 4 étapes principales qui sont le fait d'étiqueter les personnes, le fait que cet étiquetage génère un stéréotype qui permet de séparer des groupes de personnes en fonction de leur étiquette
et au final qui peut avoir comme conséquence la discrimination des personnes. Donc si on fait un focus sur la première étape de la stigmatisation, le fait d'étiqueter, historiquement, le mot stigmate, c'était une marque qui était apposée. Alors on parle des stigmates du Christ, mais dans l'Égypte, par exemple, il y avait, dans la Grèce, les esclaves étaient marqués au fer rouge, ce qui permettait de les identifier. Actuellement, l'étiquetage, il peut revêtir différentes formes. Ça peut être étiqueter la personne par un comportement, par sa religion, sa façon de s'habiller, son origine, sa couleur de peau, son genre, etc. Donc on attribue une caractéristique à la personne. Dans le domaine qui nous intéresse, ça peut être le diagnostic psychiatrique peut fonctionner comme une étiquette et comme un stigmate, ou le fait d'avoir été hospitalisé en psychiatrie, par exemple. La deuxième étape, c'est à partir de cette marque, en fait, de généraliser et de faire des grands ensembles, en fait, et de construire des stéréotypes. C'est-à-dire que, par exemple, considérer que toutes les personnes suivies en psychiatrie seraient violentes et dangereuses à partir d'un exemple ou d'une étiquette. La troisième étape, c'est, et là c'est une étape importante, c'est qu'en stigmatisant, en fait, en attribuant des caractéristiques ou en différenciant les personnes sur tel ou tel élément, on va construire des groupes qui nous séparent. C'est-à-dire, on va considérer qu'il y a d'un côté eux et elles, et de l'autre côté nous. Et qu'en général, on se situe du côté du nous. Quand donc on sépare, c'est un fonctionnement de l'être humain aussi de séparer, mais qui peut avoir des conséquences importantes. Et quand on sépare, ça c'est vraiment les lunettes de la stigmatisation, c'est vraiment ce qui nous fait regarder le monde en séparant les personnes entre celles, par exemple, qui ont des problèmes de santé mentale et celles qui n'en ont pas. Et en fait, ce que nous promouvons, et j'y reviendrai, c'est d'essayer d'agir contre ce réflexe de séparation, de dualité, puisque tout le monde a une santé mentale. En fait, il n'y a pas d'un côté les personnes qui ont des problèmes de santé mentale et de l'autre côté les personnes qui n'en ont pas. Cette étape est importante. Et ça peut aboutir à ce qu'on appelle la discrimination, c'est-à-dire le fait de priver une personne de son égalité, de traiter une personne différemment aux yeux de la loi du fait d'une caractéristique. Donc ça, c'est ce qu'on voit à l'œuvre, par exemple, dans le racisme, dans le sexisme, et ce sont les mêmes mécanismes qui s'appliquent concernant la stigmatisation des troubles psychiques. Ça, c'est un élément important à comprendre, c'est que ce n'est pas un fonctionnement à part, encore une fois, c'est qu'on peut être discriminé du fait d'un diagnostic de psychiatrie ou du fait d'avoir été hospitalisé, au même titre qu'on peut être discriminé du fait de son genre, du fait de porter un voile, etc., etc. Et heureusement, en France, on est dans un système où on est protégé par rapport à ces discriminations. On a une protection importante qui nous aide à agir, et c'est important de le savoir. Pour la loi, il faut que 3 éléments soient réunis pour acter une discrimination. C'est-à-dire le fait d'avoir un traitement moins favorable, c'est-à-dire qu'à compétences égales, par exemple, on sait que dans certaines entreprises, une femme sera moins rémunérée à compétences et responsabilités égales qu'un homme. Donc ça, c'est un traitement moins favorable du fait d'être une femme. Donc c'est le deuxième élément, c'est le critère défini par la loi, donc le sexe, là en l'occurrence. Et dans un domaine prévu par la loi, dans l'exemple que j'ai cité, c'est l'emploi. Donc si on a ces 3 éléments réunis, selon la loi française, on estime qu'il y a une discrimination. Il faut toujours que ça soit par rapport à une situation donnée. Et il faut savoir qu'il y a des recours. Et il y a des recours, on peut saisir le défenseur des droits si on estime qu'on est victime d'une discrimination du fait, par exemple, d'un diagnostic psychiatrique. Un exemple courant, c'est le fait de se voir refuser un prêt bancaire parce qu'on a un diagnostic de trouble bipolaire, par exemple. Donc il y a des recours possibles, et il y a même un site dédié contre les discriminations
avec un accompagnement par des juristes qui peut être sollicité. Donc ça, c'est un point important parce que quand on parle d'agir contre la stigmatisation et les discriminations, souvent on se demande comment faire. Ce n'est pas que en communiquant ou que en prenant la parole pour témoigner de ses troubles, c'est aussi en faisant valoir ses droits et en se faisant accompagner pour ça. Et le rapport annuel du défenseur des droits met souvent, enfin, il y a toute une partie qui met l'accent sur les discriminations liées aux soins psychiatriques ou au fait d'avoir un diagnostic de psychiatrie. Une autre illustration qu'on utilise, c'est la métaphore de l'iceberg pour expliquer justement, si on va un petit peu plus loin dans la compréhension des discriminations, c'est comprendre que en fait, les discriminations, il y a celles que l'on voit et il y a beaucoup de discriminations invisibles. Donc, c'est pour ça on parle de cet iceberg, c'est-à-dire ce qui est visible, c'est les discriminations qui sont interrelationnelles, c'est-à-dire ce qui peuvent apparaître dans les relations entre les personnes et qui peuvent avoir des conséquences visibles par toutes et tous. Par exemple, des agressions racistes. On a en ce moment un procès aux États-Unis autour de la mort de George Floyd. Bon, ben, on est là vraiment dans les conséquences visibles de discrimination vis-à-vis d'une personne non blanche. Mais il y a tout ce qui est invisible. Et donc, ce qui est important, je vais vous expliquer en fait ces différents niveaux. Et ce qui est important de souligner, c'est que en fait, les discriminations, toutes les discriminations qui peuvent être les conséquences de la stigmatisation, sont des violences. Sont des violences à l'égard des personnes et peuvent, à ce titre, entraîner des problèmes de santé mentale ou augmenter et potentialiser des problèmes de santé mentale existants déjà. Donc, on le voit, par exemple, effectivement, dans le cadre du racisme, où on parle de la charge mentale du racisme, c'est-à-dire le fait d'être en permanence victime d'agression du seul fait d'avoir une couleur de peau non blanche. Donc, si on va voir un petit peu dans le détail, donc il y a ce qui est visible au niveau de l'interaction d'individus, je vous l'ai expliqué, mais il y a tout ce qui est au niveau des institutions. Et là, on peut avoir des discriminations qui sont au-delà de la relation individuelle, qui sont institutionnelles, c'est-à-dire des institutions qui fonctionnent parfois avec des règles ou des pratiques discriminatoires, de fait. Donc, je vous ai cité l'exemple du prêt bancaire. Si c'est une personne isolément, mais si on se rend compte qu'en fait, il y a un système dans une banque qui fait que systématiquement, et c'est connu, et il y a des directives qui sont données de refuser des prêts bancaires en cas de diagnostic psychiatrique, on peut dire que c'est une discrimination institutionnelle. Et puis, il y a tout ce qui concerne la culture, tout ce qui fait notre culture, nos références partagées qui nourrit en fait le reste. Et donc là, on retombe sur ce que j'ai expliqué tout à l'heure, des stéréotypes, des préjugés, les bipolaires sont ingérables, les schizophrènes sont dangereux, les déprimés manquent de volonté, etc., etc. Tout ça, ça infuse en fait notre société et ça nourrit les différents niveaux, puisque en fait, ces différents niveaux, ils interagissent en permanence. Donc tout ça pour dire que en fait, la stigmatisation concernant les troubles psychiques ou la santé mentale, elle n'est pas juste dans les relations interpersonnelles, elle n'est pas juste au niveau institutionnel, elle n'est pas juste au niveau culturel, elle est partout. Elle est systémique, en fait. Et tout ça interagit en permanence. Et c'est pour ça que pour changer ça, forcément, c'est une action collective, c'est-à-dire que tout le monde est concerné et tout le monde peut agir à son niveau. Donc, souvent, j'utilise la métaphore de l'hydre de Lerne pour expliquer la stigmatisation. L'hydre de Lerne, vous savez, c'est pas les 12 travaux d'Astérix, c'est les 12 travaux d'Hercule qui combat cet hydre et à chaque fois qu'il coupe une tête, une autre repousse, ou la même d'ailleurs. Donc, on a l'impression que c'est un travail sans fin. Pour utiliser une autre métaphore mythologique, agir contre la stigmatisation ou les discriminations, on peut considérer que c'est un travail de Sisyphe.
Et c'est aussi, bon, pour insister sur cette notion de difficulté à faire changer les choses, mais aussi le fait que c'est systémique. C'est-à-dire que, voilà, si on reprend un peu cette métaphore de l'hydre de Lerne, c'est pas seulement, souvent on accuse les médias et on va y revenir dans la seconde partie de cette matinée, mais en fait, la stigmatisation, elle est présente dans la manière dont les diagnostics sont posés, par exemple les diagnostics psychiatriques qui peuvent être utiliser un vocabulaire très négatif, péjoratif, etc. Et on l'a évoqué concernant les troubles bipolaires. Mais ça peut être aussi une stigmatisation finalement qui est transmise par les classifications, par la formation aussi des professionnels de santé, par exemple, où on sait très bien que dans la formation, on va aussi transmettre des stéréotypes qui peuvent avoir des conséquences après, par exemple sur l'accueil dans des services de soins somatiques de personnes diagnostiquées avec des troubles psychiatriques. Ce sont les pratiques de soins aussi qui peuvent être stigmatisantes. On pense évidemment à tout ce qui est dénoncé par la contrôleure générale des lieux de privation de liberté ou le défenseur des droits sur certaines pratiques psychiatriques, parfois non respectueuses des droits fondamentaux. Les traitements aussi, les traitements psychiatriques, parfois peuvent entraîner de la stigmatisation quand il y a des traitements qui entraînent des effets indésirables qui, qui impactent l'image qu'on peut avoir de la personne, comme le ralentissement, par exemple. Le fait je vous ai expliqué les droits qui sont moins bien respectés. Les médias, on accuse souvent les médias. Les médias peuvent être des alliés, ils peuvent être aussi des ennemis, et Céline Houbière y reviendra. Les médias de divertissement, et là c'est tout le rôle aussi de ce qu'on appelle la pop culture, les séries, etc., les films, et Christophe Debien va nous en dire un mot, c'est-à-dire qu'on a à la fois du renforcement des stéréotypes dans les médias, mais on a aussi depuis quelques années des séries, des films qui vont montrer des personnes aux prises avec des troubles psychiques de manière plus positive et plus porteur d'espoir. Je continue. Évidemment, les réseaux sociaux contribuent aussi, l'histoire, le vocabulaire populaire, etc. Donc, on a tout un ensemble qui montre que dans notre société, la stigmatisation vis-à-vis des problèmes de santé mentale est partout. Et donc, c'est pour ça qu'il est important, en fait, d'agir à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on ne s'en sortira pas simplement en faisant une campagne de communication. Ça suffira pas, mais ça peut être une prise de conscience générale, en fait, que la santé mentale, et peut-être que c'est ce qu'on est en train de vivre, hein, Jean-Luc Roland le disait, on est en train, à la faveur de l'épidémie, de se rendre compte de l'importance de la santé mentale et que ce n'est pas seulement une question de spécialistes, que ça ne concerne pas seulement les soins psychiatriques, mais que ça concerne tout le monde. C'est-à-dire, je peux agir, par exemple, en tant que directrice des ressources humaines pour être vigilante pour qu'à l'intérieur de mon entreprise, la stigmatisation vis-à-vis des personnes en difficulté psychique ne soit pas active. Je peux agir en tant que proche aussi, je peux agir en tant que personne concernée, je peux agir en tant qu'élu en investissant dans un conseil de santé mentale, etc. Donc, c'est important, je pense, de comprendre que la santé mentale doit devenir un enjeu politique, social et culturel. Et ça passe aussi par la libération de la parole autour des questions de santé mentale. Et je pense qu'on est au bord de quelque chose à ce niveau-là. Donc, l'importance d'agir à tous les niveaux et l'importance d'agir aussi avec des repères. Parce que, en fait, souvent, personne ne peut être contre l'action, contre la stigmatisation. Voilà. Tout le monde voudrait que ça cesse. Tout le monde voudrait que les discriminations diminuent. Donc, tout le monde est prêt à faire des choses. Mais on peut avoir beaucoup de bonnes intentions et de mauvaises intuitions. Et depuis une vingtaine d'années, on a un petit peu avancé sur la manière d'agir efficacement contre la stigmatisation grâce à de nombreuses études qui ont été faites, en particulier par les pays anglo-saxons,
qui ont lancé de nombreuses actions de campagne, de pédagogie, etc., et qui les ont évaluées. Et grâce à ces évaluations, on a pu développer, dans le cadre d'un groupe de travail du ministère de la Santé, dans le cadre de la feuille de route santé mentale et psychiatrie, un groupe de travail dédié qui a travaillé à créer cet outil que vous pouvez trouver sur le site du Psycom, qu'on a appelé le GPS anti-stigma. Donc c'est un outil qui est créé pour les personnes ou les organismes qui veulent agir contre la stigmatisation et qui leur permet de se repérer par rapport à 6 critères dont la littérature scientifique dit que si on les respecte, on a un peu plus de chances que notre action contre la stigmatisation porte ses fruits. Et ces 6 critères, c'est le fait de créer une action en faisant participer les personnes directement concernées. Donc ça, c'est un point important. Une action qui inclut la promotion des droits, une action qui informe sur les troubles psychiques, mais aussi sur les capacités de rétablissement, sur l'espoir de se rétablir de troubles psychiques. C'est-à-dire qu'on se rend compte que un discours qui explique que oui, voilà, par exemple, les troubles bipolaires, ça peut être compliqué, mais on peut s'en rétablir avec un accompagnement, avec un traitement, etc. Ça va avoir plus d'effet sur la stigmatisation, sur les représentations qu'on peut avoir des troubles bipolaires, par exemple, qu'un discours qui essaierait d'identifier une seule cause, et en particulier une seule cause neurobiologique. On se rend compte que les explications qui sont très centrées sur les dysfonctionnements du cerveau, en fait, les études montrent qu'elles ont plus tendance à renforcer la stigmatisation qu'à la diminuer. Donc, parler de rétablissement, agir localement, faire des actions plutôt locales, en partenariat. Donc, on retombe un peu sur ce qui se fait pendant les semaines d'information sur la santé mentale, par exemple, et travailler avec les médias pour que nos actions aient un impact. Donc, je vous encourage, si vous voulez développer des actions, à aller jeter un œil sur ce GPS anti-stigma qui vous donnera aussi des recommandations, qui vous permettra de trouver des tas de ressources, des tas de sources d'inspiration sur ces questions-là. Et donc, je terminerai par une note positive, puisque effectivement, on peut quand même agir. Et je citerai les travaux de Baptiste Pignon, qui était un jeune interne qui a travaillé sur sa thèse sur le passage de l'intitulé psychose maniaco-dépressive à trouble bipolaire, et qui a montré effectivement que ce changement de nom a diminué la stigmatisation perçue par les personnes qui vivent ces troubles. Et je pense que vous êtes à Argos bien placé pour en témoigner. Et les débats sont en cours concernant l'étiquette de schizophrénie, du diagnostic de schizophrénie, qui est perçu comme un des diagnostics les plus stigmatisants actuellement. Donc, c'est un petit pas, mais un pas quand même important, je pense, pour les personnes qui sont les premières concernées par la stigmatisation et ses conséquences, les discriminations. Voilà, je vous remercie. Je vais peut-être demander à Eliane ou Dominique si des questions sont disponibles pour nos intervenants, pour Monsieur Roeland et pour Madame Caria. Et vous avez respecté parfaitement le timing et nous vous en remercions. Il y a des remarques surtout. J'en lis une, n'y a-t-il pas un manque de coordination entre les organismes? Je la relais parce que c'est une impression que nous pouvons tous avoir. Les organismes? Oui, je pense que ça s'adressait plus à Monsieur Roeland. D'accord. Mais bon. Oui, oui, évidemment, manque de coordination entre les organismes, on le voit à tous les niveaux, hein, au niveau de l'État, au niveau local, au niveau micro-local. Quand on voit le nombre d'organismes, de structures, de personnes qui doivent être intéressées dans les questions de santé mentale, c'est considérable. C'est pour ça qu'on avait
dans les conseils locaux de santé mentale, impliquer les élus, parce que normalement, ils sont, eux, pour leur ville, sont en charge du bien-être de leur population et du vivre ensemble. Donc la question de santé mentale, elle pose la question quand même du vivre ensemble. Et eux peuvent, de par leur pouvoir de convocation, peuvent parfaitement convoquer toutes les personnes qui sont impliquées dans un problème ou un autre de la cité. Et la question de la santé mentale a été tout de même centrale ces derniers temps. Donc pour coordonner, je pense que les élus sont le mieux au niveau local. Et au niveau national, il devrait y avoir une commission de santé mentale. Je pense qu'il y en a d'ailleurs, une commission concernant la feuille de route qui avait été tracée par la ministre. Et puis, il devrait y avoir quand même une interministérialité, parce que véritablement, les questions de santé mentale concernent tout le monde. Regardez l'école. La plupart, l'OMS dit que la moitié des problèmes que l'on retrouve en psychiatrie chez les adultes, les problèmes de santé mentale, commencent avant l'âge de 15 ans. Donc si véritablement il n'y a pas aussi un travail de concertation et de coordination avec tout le système scolaire et périscolaire, ben je pense que, et si on ne prend pas la question de la santé mentale du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire sans faire des tranches d'âge, ni des tranches de catégorie, ni de diagnostic, eh bien on n'en sortira pas. La prévention, elle doit être globale et elle doit être bien coordonnée. Puis le nerf de la guerre, comme partout, c'est probablement l'argent, le financement de tout ça. Même si je crois qu'actuellement, il y a des efforts de fait en regard de la psychiatrie, du moins, j'en ai entendu parler. Alors, Non? la France est un pays qui investit fortement dans la psychiatrie et la santé mentale, enfin, surtout dans le système de soins, puisqu'on est en termes de financement, 20 milliards de financement direct et jusqu'à 110 milliards de financement indirect par les arrêts de travail, toutes les conséquences sur la communauté, les suicides et autres. Donc c'est considérable. Non, je pense que le problème, c'est là véritablement la coordination, c'est pas un problème d'argent, c'est le problème de mettre ensemble les gens qui peuvent travailler ensemble. Et la plupart des fois, quand on va au niveau local, on se rend compte que la plupart des acteurs ne se connaissent pas. Non seulement ils se connaissent pas, mais qu'en plus de ça, les usagers, ce qu'on appelle les usagers, les gens concernés par les problèmes, ne font pas entendre leur voix. Oui. On a une question intéressante qui remonte, me semble-t-il, qui touche à considérer la stigmatisation qui se porte actuellement sur le champ de la santé mentale par rapport à celle qui se portait il y a quelques années encore sur le cancer ou sur le sida. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots de ce sujet? Il semble qu'il y ait encore un retard sur la santé mentale. Alors oui, tout à fait. Ben, c'est un peu ce que j'expliquais, c'est-à-dire que les mécanismes sont les mêmes en fait, hein. Donc si on se concentre juste sur le champ de la santé, toutes les maladies ont des représentations, c'est-à-dire des images mentales qu'on a, des idées reçues qu'on a sur les maladies et qui nourrissent nos peurs, qui nourrissent nos espoirs, etc. Alors il y a quand même une différence fondamentale entre les maladies somatiques et les maladies psychiques, puisque dans la plupart des maladies psychiques, en fait, il n'y a pas d'étiologie, il n'y a pas d'explication claire. On n'a pas découvert le virus de la schizophrénie, ni le brin ADN des troubles bipolaires, même s'il y a des recherches dans le domaine de la génétique, mais on n'a pour aucun diagnostic psychiatrique à l'heure actuelle, on a une explication claire. Alors qu'on peut l'avoir, enfin le virus du sida, il est identifié, le virus du Covid, bon, il se multiplie. Voilà, donc il y a une petite différence quand même si les mécanismes psychiques et cognitifs de la stigmatisation restent les mêmes, mais ça reste compliqué à faire changer aussi parce que les troubles psychiatriques, les savoirs en fait sur les troubles et sur les traitements sont ce que j'appelle des savoirs friables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de certitudes. Il n'y a pas beaucoup de certitudes. On a quelques explications, on a la compréhension qu'on appelle le biopsychosocial, mais qui suppose une très grande variabilité interindividuelle.
et au final, on a moins d'explications simples. Avant peut-être qu'on ne passe à la pause d'ici quelques minutes, je propose peut-être à Eliane de faire la transition par rapport aux explications, aux causalités de la maladie. Nous avons quand même nos amis chercheurs et médecins de fondamentale qui se donnent beaucoup de peine sur ce terrain. Oui, oui, effectivement, on a quand même bien identifié les causes neurobiologiques maintenant, notamment des troubles bipolaires. On sait enfin, exactement comment ça se passe. On a eu les conférences récemment de Monsieur Wenu, etc. J'ai lu aussi bon, beaucoup sur le sujet. Et en fait, ce qui revient, c'est que moi, quand j'ai pensé ça, je suis médecin de formation. Quand j'ai appris ça, ça m'a beaucoup plu. Je me suis dit, bon, bah, c'est une maladie comme les autres, c'est une maladie du cerveau comme les autres, et ça va probablement quand même changer l'état d'esprit. Et comme l'a dit Aude Caria, bah, ça n'a rien changé du tout. Et c'est un constat, puisque je sais qu'ils ont fait une étude avant qu'on sache tout ça et une étude après. Et en fait, ça a montré que pas du tout. Ça ne servait à rien et peut-être que c'était pire. Et j'ai lu aussi dans un papier que c'était peut-être aussi parce que nous vivions une époque particulièrement inquiétante, anxiogène. D'une part, il y a le Covid, bien sûr, mais il y a aussi eu ces attentats assez abominables, et récemment celui de ce professeur. Et du coup, il paraît que la stigmatisation bah, de l'autre, en général, comme vous le disiez, Aude, a beaucoup pris d'essor et que, en fait, ça a renforcé un petit peu cette attitude de méfiance et de, 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 de méfiance par rapport à tout ce qui n'est pas soi. C'est typique de la stigmatisation. Oui, tout à fait, c'est nous et les autres, quoi, et les autres différents, on les rejette. Donc ça, c'est un réflexe assez primitif et qui qui va pas s'éteindre de sitôt. Après, moi, je garde espoir puisque je pense vraiment, comme on l'a déjà dit, que c'est un mal pour un bien, mais le fait que beaucoup de nos concitoyens et au-delà même de toute la population mondiale ait un impact fort de la situation épidémique et des contraintes sur sa santé mentale, ça permet ce que n'a jamais réussi aucune campagne de grande ampleur, c'est-à-dire on vit en temps réel en fait une prise de conscience collective de l'importance de la santé mentale. Il y a en ce moment les journées de la santé, les rendez-vous de la santé étudiante qui sont en cours en visio aussi. On intervient demain. Là, ça a mis un focus sur la santé mentale des étudiants. Il y a beaucoup de souffrance, mais ça accélère aussi la prise de conscience politique et le fait de pouvoir débloquer ce qui semblait impossible à débloquer il y a encore quelques années, malgré tous les signaux d'alerte qui étaient déjà au rouge. Donc, il y a quand même de l'espoir. Et je pense qu'un des points importants aussi, c'est de pouvoir en parler. Moi, j'appelle vraiment à la création d'un hashtag MeTooPsy qui permettrait voilà, qu'on n'ait plus peur, qu'on n'ait plus honte de dire que oui, on est vulnérable. Actuellement, en France, on dit facilement qu'on a attrapé le Covid, mais moins facilement qu'on a fait une dépression après. Et ça devrait être aussi simple. Voilà, donc c'est ce que j'espère dans les années à venir. On vous remercie, Madame Caria. Ce sera le mot de la fin pour cette conférence, si vous le voulez bien, si Monsieur Roeland n'a pas un mot à ajouter. Et merci à tous les deux. Au Merci. revoir.